Bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ce point avec l'actualité. Il est 20h30 à Fougamou au Gabon, 21h30 à Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte. Tout de suite les titres de ce journal. Au Ghana, l'opposition a marché pour dénoncer un accord militaire en gestation entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement d'Accra. Un membre de l'opposition a été mis aux arrêts. Et puis, sport, la suite du match de cricket entre l'Australie et l'Afrique du Sud. Les images ont confirmé que la balle a été trafiquée. Une fois de plus, bonsoir. Je vous propose d'ouvrir cette édition avec l'Égypte. Égypte où le résultat est sans surprise. Au terme de 3 jours de vote, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a remporté plus de 90% des voix à la présidentielle, selon les premières estimations publiées ce jeudi 29 mars par la presse d'État, ouvrant ainsi la voie à un second mandat de 4 ans. Les résultats officiels devraient être proclamés le 2 avril. Il avait pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, âgé de 65 ans, le chef du minuscule parti libéral Al-Ghad, méconnu du grand public, et partisan affiché du régime. Selon les premières estimations, ce dernier aurait remporté 3% des voix. Nous irons tout de suite au Ghana où l'opposition a manifesté mercredi dernier à Accra pour rejeter un projet d'accord militaire avec les États-Unis. Et dans la foulée, un opposant a été arrêté, c'est ce que nous apprend Aziz Adewale Chandi. Ghana First, le Ghana d'abord, c'est le nom de cette association composée d'étudiants et de politiciens qui a protesté ce mercredi contre un accord de défense entre le gouvernement d'Accra et le pays de l'oncle Sam, les États-Unis. Le dit accord va permettre aux forces américaines de se déployer au Ghana en échange de 20 millions de dollars et de la formation des forces armées ghanéennes. Mardi, un leader de l'opposition qui a appelé au renversement du pouvoir a été arrêté et accusé de trahison. La manifestation qui a mobilisé au moins 1 millier de participants comprenait des députés de l'opposition qui entendent mettre la pression sur le président Nana Akufo-Addo pour qu'il rejette le dit accord. Abiy Ahmed, c'est le nom du tout nouveau Premier ministre éthiopien. Il a été porté à la tête du parti au pouvoir mardi dernier. Restons avec Aziz Adewale Chandi. Abiy Ahmed est le nouveau Premier ministre de consensus qu'attendait l'Éthiopie. Il a été porté mardi, en début de semaine, à la tête du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF. Cet intellectuel, ancien ministre des Sciences et de la Technologie, protestant de confession, né d'un père musulman et d'une mère chrétienne, a un parcours de lutteur. Adolescent, il avait en effet pris les armes pour combattre le régime répressif de Mengistu Haile Mariam. Un système ensuite renversé par la guérilla marxiste de l'ancien Premier ministre Meles Zenawi. Abiy Ahmed est le Premier ministre de l'ethnie Oromo, groupe ethnique majoritaire qui s'estime depuis marginalisé en Éthiopie. Les Oromo sont à l'origine d'un vaste mouvement de contestation antigouvernementale sans pareil depuis l'avènement de l'actuel régime. Ils ont été pour beaucoup dans la chute d'Haile Mariam Desalegn. PayPal, le géant mondial du paiement en ligne, veut accroître son marché en Afrique, et ceci en s'associant avec des opérateurs mobile money du continent. Il a prévu à cet effet de prendre en charge les frais d'acheminement des marchandises achetées. Seni Amar. PayPal, la société américaine de paiement en ligne, est à la recherche des partenaires en Afrique dans le mobile money. Le directeur général de ces structures dans le continent africain et le Moyen-Orient estime que les collaborations permettraient à son entreprise de toucher un plus grand nombre de communautés non bancarisées. Effidan précise que par le passé, son unité de transfert d'argent numérique, Soum, a établi des partenariats avec des fournisseurs africains de services mobile money dans le cadre de la stratégie du groupe pour conquérir de nouveaux marchés d'envoi de fonds. PayPal compte prendre en charge les frais d'acheminement des marchandises achetées. Après avoir supprimé ses frais aux États-Unis, le leader américain de paiement en ligne dit avoir enregistré une augmentation des achats et annonce qu'il couvrira les frais d'expédition d'un utilisateur jusqu'à 12 fois par an. Pour rappel, PayPal permet aux acheteurs et aux vendeurs d'envoyer et de recevoir des paiements en ligne. Il compte plus de 100 millions de comptes dans 202 pays et régions du monde.
Nous nous trouvons à présent au Gabon où ce matin, à l'auditorium de la présidence de la République, les lauréats du programme Train My Generation ont reçu, des mains du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, des attestations de diplômes sanctionnant leur formation. Landry Kombe Nzuba. La cérémonie de remise des attestations de réussite du programme Train My Generation, en français Former ma génération, s'est déroulée le 29 mars à l'auditorium de la présidence de la République en présence du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Était aussi présent à cette cérémonie Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, Madame la ministre de l'Éducation nationale Nadine Patricia Anguillet-Obam et le directeur d'Airtel Gabon, Monsieur Alain Kahacha. Le projet Train My Generation Gabon 5000 matérialise la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, d'offrir une formation diplômante et gratuite dans les domaines des technologies de l'information et de la communication à la jeunesse gabonaise. Idée lancée en avril 2013 lors de la deuxième édition du New York Forum Africa, chapeauté par le ministère de l'Éducation nationale, l'UNESCO et Airtel Gabon. Plus de 4850 jeunes Gabonais scolarisés ou non, répartis sur l'ensemble du territoire, ont déjà bénéficié de cette formation. La cérémonie a été ponctuée des discours de Madame le ministre de l'Éducation nationale, Patricia Anguillet-Obam, suivi de celui de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, du discours du directeur général d'Airtel Gabon, Alain Kahacha, et de celui de la représentante de la promotion, Clara Ndamankola. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes aux lauréats par Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Retour à présent sur la célébration de la journée dédiée à l'élimination des discriminations raciales en 2018. Au siège de l'UNESCO à Paris, une table ronde sur le thème « L'éducation, clé pour déconstruire les races » s'est tenue. Conférence animée par des chercheurs, Nathalie Oke-Ella. Religion, leur origine géographique. Alors que la hiérarchisation ajoute les jugements de valeur. Autre intervenant dans cette table ronde, Victoria Toli des Nations Unies, laquelle a martelé sur les droits des peuples autochtones, des peuples qui subissent une forme de marginalisation depuis la colonisation à travers le monde. C'est pourquoi, lors de la célébration de cette journée sur l'élimination des discriminations raciales, les experts de l'UNESCO ont martelé sur les programmes scolaires dispensés à travers l'univers, car seule l'éducation construit véritablement un humain. Seule l'éducation libère les peuples et seule l'éducation aidera à réduire davantage ces discriminations dans le monde. Au Rwanda, le Next Forum Einstein, un rendez-vous de haut niveau des scientifiques du continent, a pris fin hier à Kigali. Des partenariats pour le développement des sciences en Afrique sont attendus. Charlène Mezza. Depuis le lundi 26 mars 2018, se tient à Kigali, au Rwanda, la deuxième édition du Next Einstein Forum, NEF 2018, sous le thème « Relier la science et l'humanité ». Cette rencontre présente les découvertes scientifiques innovantes qui transformeront la vie des populations et permettront de relever les défis mondiaux. En effet, la tenue de ce forum est essentielle pour le progrès de l'Afrique, car les chercheurs africains souhaitent qu'au sortir de cette rencontre ou dans un futur proche, les réalisations des Africains permettent de solutionner les problèmes du continent, avec pour objectif de tirer parti de la science pour le développement humain à l'échelle mondiale et dans le reste du monde. Le NEF est cette plateforme qui relie la science, la société, la politique en Afrique et dans le reste du monde. En outre, cette deuxième édition devrait déboucher sur des partenariats entre les scientifiques, aussi sur la création d'un centre de recherche fondamentale pour la science et la physique, ainsi qu'un partenariat entre le Rwanda et l'Institut africain des sciences mathématiques pour la promotion de la science et de la technologie au sein des jeunes. Plusieurs allocutions ont été faites lors de l'ouverture des travaux. Il faut rappeler que la première édition s'est tenue en 2016 à Dakar au Sénégal. En Afrique du Sud, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH se fait de plus en plus grande. À cet effet, une ONG qui s'appelle Unité propose des tests de dépistage plutôt discrets. Laetitia Ngalibika.
Combattre le sida, ce n'est pas seulement la prévention, c'est aussi et surtout leur dire à ceux-là qui souffrent et sont accablés par la maladie qu'ils ne sont pas tout seuls. Ces mots de feu le docteur Edith Lucie Bongo, épouse de feu le président Omar Bongo Ondimba du Gabon, ouvraient déjà la voie il y a quelques années à la discussion autour de la stigmatisation à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-Sida en Afrique. Aujourd'hui, le poids du regard des gens affaiblit davantage les personnes infectées, et cela malgré les progrès de la prévention, la généralisation des tests et la baisse du prix des thérapies. En Afrique du Sud, par exemple, le virus poursuit sa route et fait des ravages. À ce jour, la nation arc-en-ciel compte 7 millions de séropositifs, un taux qui place l'Afrique du Sud à la première place des pays les plus touchés par le VIH-Sida. À l'origine du maintien de l'épidémie à un taux aussi élevé, le nombre de personnes qui refusent toujours de se faire dépister. Pour contourner cette difficulté, l'ONG United propose des tests d'autodépistage aux portes de supermarchés. La cible visée est l'homme âgé de plus de 15 ans et l'objectif poursuivi est d'atteindre le plus grand nombre. Ce test, dont le mode d'emploi est écrit en 6 langues, est fait tout seul chez soi et il permet de connaître les résultats en 20 minutes. Si le résultat est positif, un test de confirmation est immédiatement proposé. Le test a déjà été distribué au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe depuis 2015 par l'ONG United qui envisage d'en distribuer jusqu'à 4,8 millions d'exemplaires cette année. Les autorités sud-africaines entendent à travers plusieurs programmes relever donc le défi de la lutte contre la stigmatisation en gagnant le pari de l'autodépistage et des distributeurs de médicaments qui permet pour l'un de dresser une liste précise des personnes malades et faciliter leur prise en charge et pour l'autre de désengorger les officines où de longues files d'attente sont enregistrées au quotidien. Notez que les distributeurs automatiques de médicaments fabriqués en Allemagne et vendus à un peu moins de 14 000 € l'unité garantissent l'anonymat parce qu'isolés par une cabine. Depuis septembre 2017, quelques 200 patients utilisent chaque jour ces distributeurs pour renouveler leur traitement contre le sida, le diabète, l'asthme ou l'hypertension. Contre le sida et d'autres maladies, l'Afrique du Sud fait le pari de l'anonymat. Regagnons à présent en matière d'environnement le Maroc qui vient d'inaugurer la toute première tour végétale d'Afrique et du Moyen-Orient. Située sur le site historique de l'ancien aéroport d'Anfa à Casablanca, l'imposant édifice compte 16 étages et 409 appartements. 3 autres sont en construction sur le même site. Séni Amar nous en dit plus. On se croirait presque dans un rêve, mais il s'agit bel et bien de la réalité. Le Maroc vient de hisser dans sa capitale économique Casablanca la première de ses 4 tours végétales. Cette innovation de Yasmine Immobilier est la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient, donnant la primauté aux espaces verts. Construite sur l'ancien site de l'aérodrome de Casa Anfa, cette tour de 16 étages compte 409 appartements d'une surface allant de 40 à 300 mètres carrés. Repartis sur 3500 mètres carrés, les meubles de bureaux et les commerces complètent l'offre résidentielle. Pour un des promoteurs de cet édifice, ce projet se distingue par son astreint urbanistique qui fait que 70% de la surface au sol est composée d'espaces verts, avec une place piétonne, des boutiques de proximité, une piscine familiale et un centre de fitness. Pour conférer à la tour son espace végétal, 205 jardinières embellissent ses façades avec 250 fleurs, principalement des bougainvilliers, du jasmin et du chèvrefeuille. Ces plantes sont adaptées aux caractéristiques bioclimatiques locales, elles ne sont pas allergènes et ne retiennent pas la poussière. Le directeur général adjoint de Yasmine Immobilier précise que la succession de leur cycle de floraison permet aux façades d'arborer un espace végétal tout au long de l'année. L'investissement global sur la première tour végétale est de 650 millions de dirhams d'après le géant marocain de l'immobilier. Il faut débourser entre 1,5 et 10 millions de dirhams pour acquérir un appartement dans la première habitation green du continent africain. À travers cette réalisation architecturale, le projet marocain a été retenu parmi les 10 meilleurs au monde au concours international MIPIM Award 2018 qui prime chaque année les plus beaux projets dans la catégorie Best Future Project. Retrouvons ici nos confrères du groupe de presse mauricien La Sentinelle pour la Minute Info. Bonsoir à tous, à la une de l'actualité de ce jeudi 29 mars. Il était attendu en cours aujourd'hui, mais il a fait parvenir un certificat médical disant qu'il était souffrant. Charkatali Soudan devait se présenter en cours ce matin pour les menaces de mort qu'il a lancées contre le leader de l'opposition Xavier Luc Duval. L'affaire reprendra le 12 avril.
34 millions de roupies, soit 2,2 kilos, c'est la valeur de l'héroïne que ce marin tanzanien avait dissimulée dans ses chaussettes et sous ses vêtements. Les douaniers de la Customs Anti-Narcotics Section de la MRA ont procédé à cette saisie hier, mercredi 28 mars, alors qu'ils descendaient du navire MSC Ambition. Les feux internationaux, encore une fois braqués sur Maurice. Ce matin, Quartz Media a publié la liste des pays qui auraient sollicité l'aide de Cambridge Analytica, liste sur laquelle le nom de Maurice figure. Cambridge Analytica est soupçonné de voler des données des utilisateurs Facebook pour les revendre, service utilisé par Donald Trump lors de sa campagne en vue des présidentielles américaines en 2016. Qui, à Maurice, aurait sollicité Cambridge Analytica? Le mystère reste entier. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.mu. Aziz Adewalen Chandi nous propose à présent une excursion hors du continent pour découvrir ce qui s'y est passé ces dernières heures. La militante des droits de la femme, prix Nobel de la paix en 2014, la Pakistanaise Malala est arrivée dans son pays sous haute escorte en compagnie de ses parents ce jeudi à l'aube. Il est prévu un entretien avec le Premier ministre pakistanais. Le reste des activités pendant ces 4 jours au Pakistan est tenu secret en raison des menaces de mort dont elle fait l'objet. En France, les habitants de l'Aude ont rendu hommage aux victimes de l'attaque terroriste de vendredi dernier qui a fait 4 morts. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a présidé aujourd'hui cette cérémonie d'hommage. Donald Trump, le président américain, est optimiste par rapport à la Corée du Nord. Il s'est réjoui, selon Pékin, de la visite surprise de Kim Jong-un chez Xi Jinping, c'est-à-dire en Chine. Julian Assange est privé d'Internet depuis mercredi. Le fondateur de Wikileaks est victime d'une sanction à son encontre. Sanction prise par le gouvernement équatorien et rendue publique mercredi. Revenons en Afrique du Sud, mais cette fois-ci pour parler sport. Sport où la sélection australienne de cricket, qui affrontait son homologue sud-africain, s'est retrouvée accablée par un retentissant scandale de balles trafiquées. Et ceci s'est passé il y a quelques jours. Rodney Ovono nous en dit plus. Steve Smith, capitaine de l'équipe nationale australienne de cricket, a avoué les faits. L'Australie s'est rendue coupable de tricherie lors d'un match test contre la sélection sud-africaine. En effet, selon Cameron Bancroft, ils se sont servis de rubans adhésifs afin de recueillir des particules abrasives sur le terrain et en frotter la balle de façon à les rafler et ainsi modifier sa trajectoire initiale. Le vice-capitaine a été repéré sortant de ses poches l'adhésif en question. Une scène qui n'a pas non plus échappé au public sud-africain qui s'est mis à huer sur les joueurs australiens. Si certains appellent à la démission de Steve Smith, le capitaine, et Cameron Bancroft, son vice-capitaine, d'aucuns s'interrogent sur le rôle éventuel de l'entraîneur Darren Lehmann. Le responsable de la Fédération australienne de cricket a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident. Ce scandale intervient alors que l'Afrique du Sud et l'Australie disputent une série de test matchs. Ce petit manège, il le cache au fond de sa culotte. À présent, feuilletons avec nos confrères de la presse écrite africaine quelques titres parus ce jour. Au Gabon, le quotidien L'Union titre « Gabon, fausse alerte, santé à propos de la liste de médicaments retirés du marché de l'Union européenne ». Une liste d'une 50aine de médicaments contre le paludisme qui seraient désormais interdits au sein de l'Union européenne circule sur les réseaux sociaux au Gabon. Les auteurs de ces publications appelant les patients à la vigilance du fait de graves effets secondaires. Nos investigations révèlent cependant l'absence de ces produits sur le marché national, certains étant même interdits depuis fort longtemps. Le quotidien béninois La Nation titre « Marché européen, le miel béninois de retour ». Pour Fraternité Matin, réforme dans le secteur de l'éducation, les écoles supérieures illégales fermées dès ce jour. Le gouvernement met fin à la pagaille. Les publicités mensongères ont eu raison des étudiants. Et puis, campagne agricole 2018-2019, les prix des engrais cassés. C'est ce que titre le matinal. Opération de maintien de la paix Ahmed Bakayoko, les 3 conditions essentielles au succès de ce type de mission. Vous l'avez compris, nous sommes en Côte d'Ivoire avec Fraternité Matin. Pour le jour plus, guerre contre le parti unifié RHDP, où va Jean-Louis Eugène Billon? Après les élections au Sénat, il y a un gros problème sur le cas Aoussou Jano. C'est ce qu'il plaît à Soir Info de titrer ce jour. Au Sénégal, le soleil jubile. L'équipe nationale de foot sur la route du mondial. Que de réglages à faire avant juin.
Avec le quotidien, question au gouvernement, l'opposition Bouddion. Et puis avec l'enquête, décision de la Cour d'appel de Paris sur l'affaire Karim Wade, les détails d'un jugement. Le Matin du Sahara et du Maroc s'intéresse à la tenue à Rabat de la deuxième réunion ordinaire du bureau du comité technique spécialisé de l'Union africaine. Et ceci pour la première fois depuis le retour du royaume au sein de l'Union africaine. Avec le Matin Écho, on lit sur fond de dynamisme à l'international, la Société nationale d'investissement devient Almada. Une nouvelle étape dans le développement stratégique du Fonds investissement panafricain SNI. Et puis enfin, avec le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, délégué du gouvernement pour résoudre la crise, Mayotte saurait en super préfet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Il y a toujours une étoile qui brille pour qui sait regarder dans le ciel. Il y a toujours une étoile qui brille pour qui sait regarder dans le ciel. Merci de votre aimable attention. Ce sera tout pour cette édition. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Retrouvez tout de suite après la focale. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure, même créneau. Excellente soirée.